Je m'apprête à entrer sur. Réponse A, une rocade. Réponse B, une autoroute. Sur ce type de route, la vitesse maximale est limitée à. Réponse C, 110 km/h. Réponse D, 130 km/h. Ce panneau carré bleu indique le début d'une route à accès réglementé. Il annonce implicitement que les piétons, cyclistes et cyclomoteurs ne sont pas autorisés. Sur une route à accès réglementé, la vitesse maximale est limitée à 110 km/h. Le cartouche rouge indique qu'il s'agit de la route nationale numéro 136. Le petit carré noir avec un cercle m'indique qu'il s'agit d'une rocade. Pour rappel, une rocade est une route qui contourne l'agglomération. Cela permet d'éviter les embouteillages en ville. Rappelez-vous, le panneau annonçant une autoroute est lui aussi bleu, mais son pictogramme représente une route. Je m'apprête à entrer sur réponse A, une rocade. Sur ce type de route, la vitesse maximale est limitée à réponse C, 110 km/h. Réponse A et C. À ce feu rouge, ces véhicules sont correctement arrêtés. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ces véhicules ne respectent pas le marquage au sol. Devant les flèches de direction au sol, il y a une ligne pointillée blanche. C'est à ce niveau que l'avant du véhicule doit s'arrêter. Entre le passage piéton et cette ligne d'arrêt pointillé, un sas réservé aux cyclistes est implanté. Dans cette situation, ces automobilistes se sont trop avancés et se sont arrêtés sur un espace réservé aux cyclistes. Faites attention, cette infraction peut être sanctionnée d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. À ce feu rouge, ces véhicules sont correctement arrêtés. Réponse B, non. Le système Start and Stop coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Réponse A, oui. Réponse B, non. Permet de faire des économies de carburant. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le système Start and Stop permet de diminuer la consommation de carburant et de pollution. Grâce à ce système, lorsque vous vous arrêtez, le moteur se met directement en veille. Les équipements du véhicule, comme la radio ou le GPS, restent allumés pendant la mise en veille du moteur. Lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge ou dans un embouteillage, le moteur se met en veille automatiquement. Un témoin d'avertissement apparaît sur le tableau de bord pour signaler que le moteur est en veille. Pour que la veille du moteur se déclenche, le levier de vitesse doit être en position neutre et la pédale d'embrayage complètement relâchée. Pour repartir, il suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage et le moteur redémarre directement. En partant du véhicule, il ne faut pas oublier d'éteindre le moteur. Si vous quittez le véhicule sans l'éteindre, le moteur redémarre automatiquement. Le système Start and Stop coupe automatiquement le moteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Réponse A, oui. Permet de faire des économies de carburant. Réponse C, oui. Réponse A et C. La signalisation annonce un rétrécissement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, réponse C, je m'arrête. Réponse D, je passe. Le panneau carré bleu indique l'entrée d'un passage étroit à sens unique. Il me donne la priorité sur les véhicules arrivant en face. Les usagers arrivant en sens inverse devront respecter ce panneau. Souvenez-vous, ces deux panneaux sont toujours installés de pair lors d'un rétrécissement. Dans cette situation, je suis autorisé à franchir ce rétrécissement en premier. Le véhicule en face doit me céder le passage. La signalisation annonce un rétrécissement. Réponse A, oui. Dans cette situation, réponse D, je passe. Réponse A et D.
Le véhicule de droite, réponse A, est prioritaire. Réponse B, doit me céder la priorité. Réponse C, doit céder la priorité aux cyclistes. Le véhicule à droite sort d'une voie privée ou d'un parking. En effet, le trottoir de droite n'est pas interrompu par une route. Ce véhicule s'apprête à passer sur le trottoir pour rejoindre la chaussée. Dans cette situation, il n'est pas prioritaire et doit me céder le passage. Je n'ai donc pas à céder la priorité à droite. De plus, comme il s'apprête à franchir une bande cyclable, il devra également laisser la priorité aux cyclistes. Le véhicule de droite, réponse B, doit me céder la priorité. Réponse C, doit céder la priorité aux cyclistes. Réponse B et C. Il commence à pleuvoir. La vitesse maximale à laquelle je peux rouler est 2. Réponse A, 50 km/h. Réponse B, 60 km/h. Réponse C, 70 km/h. Lorsque la limitation de vitesse est inférieure à 90 km/h, la pluie n'affecte pas cette limitation. Souvenez-vous bien des limitations de vitesse en fonction de la situation. Lorsqu'il pleut, c'est uniquement les limitations comprises entre 90 et 130 km/h qui sont abaissées. Rappelez-vous également qu'en tant que jeune conducteur, c'est-à-dire en période probatoire, les limitations de vitesse sont abaissées à partir de 90 km/h. Dans cette situation, comme le panneau indique 70 km/h, la vitesse maximale reste à 70 km/h. Vous n'êtes pas obligé de maintenir une vitesse maximum de 70 km/h. Vous pouvez bien sûr abaisser votre vitesse. Il commence à pleuvoir, la vitesse maximale à laquelle je peux rouler est de, réponse C, 70 km/h. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Je suis prioritaire par rapport au véhicule arrivant en face. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je m'engage et je passe. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un véhicule arrive en face de moi et le croisement est impossible. Premièrement, vous devez vous rappeler que lorsque le croisement entre deux véhicules n'est pas possible, c'est au véhicule le moins imposant de faciliter le passage. Deuxièmement, le véhicule garé à droite le long de la route empêche le croisement. Comme il se trouve de mon côté de la chaussée, il m'oblige à céder la priorité au véhicule arrivant en face. Au passage, ce genre de stationnement est considéré comme très gênant et peut être sanctionné d'une amende de 375 euros. Dans cette situation, je serre à droite et je cède le passage au véhicule en face. Je suis prioritaire par rapport au véhicule arrivant en face. Réponse B, non. Je m'engage et je passe. Réponse D, non. Réponse B et D. La signalisation annonce le début d'une zone à faible émission ZFE. Réponse A, oui. Réponse B, non. La circulation est interdite aux. Réponse C, motocyclette. Réponse D, cyclomoteur. À droite, le panneau rectangle avec un cercle rouge annonce une zone à faible émission. À partir de ce panneau, la circulation est soumise à certaines conditions.
Le panonceau en dessous indique les catégories de véhicules autorisés dans cette zone. Les véhicules possédant une vignette critère numérotée de 0 à 3 sont autorisés à circuler en permanence dans cette zone, tandis que les autres catégories de véhicules sont interdites du lundi au vendredi de 8h à 20h. Faites attention, circuler dans une zone à faible émission avec la mauvaise vignette vous expose à une amende de 68 €. Ici, la vitesse est limitée à 50 km/h. La hauteur maximale est limitée à 3,70 m, les piétons ne sont pas autorisés, le dépassement est interdit et les cyclistes et cyclomoteurs ne sont pas autorisés à circuler dans cette zone. À noter, les panneaux désignant les cyclomoteurs et les motocyclistes se ressemblent. Un cyclomoteur est un deux roues comportant une cylindrée inférieure à 50 cm3. Il désigne généralement les petits scooters. Une motocyclette est un deux roues de plus de 50 cm3. Plus puissant, elle est autorisée à circuler sur l'autoroute. La signalisation annonce le début d'une zone à faible émission ZFE. Réponse A, oui. La circulation est interdite aux. Réponse D, cyclomoteur. Réponse A et D. En cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois. Réponse A, rester dans mon véhicule. Réponse B, me mettre derrière la glissière de sécurité. Dans cette situation, en tant que conducteur, je dois. Réponse C, klaxonner. Réponse D, m'écarter le plus possible. En cas de panne sur l'autoroute, vous devez enfiler votre gilet réfléchissant et vous mettre à l'abri derrière la glissière de sécurité avec vos passagers. Rester dans votre véhicule pourrait être fatal en cas de collision. À noter, sur l'autoroute, si votre véhicule est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence sans empiéter sur la chaussée, vous n'êtes pas obligé de mettre le triangle. Rappelez-vous, en tant que conducteur, si vous voyez un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, que ce soit une voiture en panne, des travaux ou de la maintenance, la loi est claire, vous devez vous écarter le plus possible, voire changer de voie si cela est possible. En cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence, je dois, réponse B, me mettre derrière la glissière de sécurité. Dans cette situation, en tant que conducteur, je dois, réponse D, m'écarter le plus possible. Réponse B et D. À ce péage, ma file est réservée aux. Réponse A, camion. Réponse B, voiture. Réponse C, camion et voiture. Lorsque vous arrivez à un péage, vous devez correctement vous placer. Chaque file est attribuée selon le type de véhicule. Ici, le panneau en haut représente un camion. Je suis donc mal placé dans cette file. En réalité, l'agent de péage est placé au premier étage de la cabine, au même niveau qu'une cabine de camion. Si vous choisissez la mauvaise file pendant les heures de pointe, vous risquez de vous retrouver bloqué. À ce péage, ma file est réservée au. Réponse A, camion. Je dois céder la priorité aux véhicules de droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. C'était une question piège. Bien que le véhicule à droite ressemble à une voiture des forces de l'ordre, il appartient seulement à la catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. L'inscription GRDF floquée sur le véhicule signifie Gaz Réseau Distribution France. Ce type de véhicule, contrairement aux véhicules d'intérêt général prioritaires comme les ambulances, les véhicules de police, de gendarmes ou les pompiers en intervention urgente, n'ont pas la priorité absolue. Même s'il est plus courtois de le faire, vous n'êtes donc pas tenu à leur céder le passage. En revanche, si vous ne cédez pas le passage à un véhicule prioritaire en intervention,
Par exemple, un véhicule de police avec un gyrophare et une sirène, vous risquez une amende de 135 € et un retrait de 4 points sur votre permis. Je dois céder la priorité aux véhicules de droite. Réponse B, non. De jour et en cas de brouillard, en plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Les feux de brouillard arrière. Réponse C, oui. Réponse D, non. Il y a du brouillard et celui-ci est plutôt dense. L'allumage des feux de brouillard avant et arrière est donc autorisé et même recommandé, en plus des feux de croisement. Ces feux ont la particularité de rendre ma voiture mieux visible de plus loin. Dans cette situation, si un usager me suit, je désactive les feux de brouillard arrière pour ne pas l'éblouir. Les feux de brouillard avant peuvent être utilisés en complément des feux de croisement en cas de forte pluie, de brouillard ou de chute de neige. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de forte chute de neige, mais sont interdits en cas de pluie. De jour et en cas de brouillard, en plus des feux de croisement, j'allume les feux de brouillard avant. Réponse A, oui. Les feux de brouillard arrière. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je suis autorisé à passer immédiatement après le passage du tramway. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quand le feu passe au vert. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, il est important de respecter la signalisation lumineuse. Même après le passage du tramway, vous n'êtes pas autorisé à passer tant que le feu est rouge. Vous devez attendre que le feu passe au vert avant de franchir l'intersection. Il est dangereux de s'engager si le feu est toujours rouge, car d'autres véhicules, y compris d'autres tramways ou piétons, peuvent encore être en circulation. Franchir le feu au rouge est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points. Je suis autorisé à passer immédiatement après le passage du tramway. Réponse B, non. Quand le feu passe au vert. Réponse C, oui. Réponse B et C. On procède aux ajustements des niveaux de liquide d'un véhicule. Réponse A, moteur allumé. Réponse B, moteur éteint. Réponse C, moteur chaud. Réponse D, moteur froid. Ajuster le niveau d'huile avec le moteur allumé est une mauvaise idée. L'huile risquerait de gicler de partout. De plus, le moteur doit être arrêté depuis assez longtemps pour que ce niveau soit fait précisément. En remplissant le réservoir de liquide de refroidissement alors que le moteur tourne, on risque de gravement se brûler. Le moteur doit être éteint pour effectuer tout appoint de liquide et de préférence, il doit être froid. On procède aux ajustements des niveaux de liquide d'un véhicule. Réponse B, moteur éteint. Réponse D, moteur froid. Réponse B et D. Ce panneau annonce réponse A, une entrée en agglomération. Réponse B, une sortie d'agglomération. Ce panneau annonce une limitation de vitesse de réponse C, 50 km/h. Réponse D, 70 km/h. Sur l'image, le panneau de signalisation entouré en jaune indique une entrée en agglomération dans la ville de Près-sur-Arly. Cela signifie que vous entrez dans une zone urbaine, donc la vitesse maximale autorisée passe à 50 km/h. Ce type de panneau impose automatiquement cette limitation de vitesse en l'absence d'autres indications spécifiques. Lorsque je vois ce panneau, je dois m'attendre à croiser des piétons et donc de réduire ma vitesse. Ce panneau annonce réponse A, une entrée en agglomération. Ce panneau annonce une limitation de vitesse de réponse C, 50 km/h. Réponse A et C. En période probatoire, après ce panneau, je suis autorisé à rouler à réponse A, 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h.
En période probatoire ou hors période probatoire, les routes hors agglomération à double sens de circulation sont limitées à 80 km/h. Je suis également autorisé à rouler à une vitesse inférieure. Sur ce type de route, il existe une exception, le créneau de dépassement. Il s'agit d'une voie supplémentaire qui vient se greffer à la route principale. La limitation de vitesse est augmentée à 90 km/h, mais uniquement pour les conducteurs qui ne sont pas en période probatoire. Sur l'image, ce panneau met fin à ce créneau de dépassement. Attention, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h est sanctionné d'une amende de 68 € et d'un retrait d'un point. En période probatoire, après ce panneau, je suis autorisé à rouler à réponse A 70 km/h, réponse B 80 km/h, réponse A et B. En cas d'accident, je dois réponse A protéger, secourir, alerter, réponse B alerter, protéger, secourir, réponse C secourir, protéger, alerter, réponse D protéger, alerter, secourir. En cas d'accident, il faut d'abord protéger les lieux de l'accident en évitant que d'autres véhicules soient impliqués, par exemple en mettant en place des triangles de présignalisation. Ensuite, il est crucial d'appeler les secours, c'est-à-dire appeler les numéros d'urgence comme le 112, le 15, le 17 ou le 18 pour signaler l'accident. Enfin, si c'est possible et sans danger pour vous, vous pouvez secourir les victimes en leur apportant les premiers soins de base en attendant l'arrivée des secours. En cas d'accident, je dois, réponse D, protéger, alerter, secourir. Dans cette situation, je peux klaxonner, réponse A oui, réponse B non, passer prudemment sur la droite, réponse C oui, réponse D non. Ce livreur est en train de décharger sa marchandise, il n'a sûrement pas d'autre choix que de stationner à cet endroit. Son stationnement est gênant et bloque la rue. On pourrait être tenté de klaxonner car la situation est énervante, mais cela ne servirait à rien. De toute façon, il doit finir sa livraison. De plus, klaxonner créerait une situation de conflit inutile. Klaxonner en ville est autorisé uniquement pour avertir un usager en situation de danger, et cela pourrait également générer des nuisances sonores. Dans cette situation, et comme je ne sais pas combien de temps va prendre la livraison, je suis autorisé à chevaucher prudemment la bande cyclable si elle est dégagée. Dans cette situation, je peux klaxonner réponse B non, passer prudemment sur la droite, réponse C oui, réponse B et C. La meilleure façon de traverser cette route est de réponse A, passer devant le bus, réponse B, passer derrière le bus, réponse C, emprunter un passage piéton. La meilleure façon de traverser cette route est d'emprunter un passage piéton. Traverser devant ou derrière un bus peut être extrêmement dangereux. Lorsque vous conduisez, méfiez-vous toujours des bus et des tramways à l'arrêt. Des piétons peuvent surgir devant vos roues. Lorsque vous êtes à pied, favorisez toujours les passages piétons. Cela permet au conducteur de mieux anticiper votre passage. La meilleure façon de traverser cette route est de, réponse C, emprunter un passage piéton. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison, réponse A, de leur stabilité limitée, réponse B, de leur petite taille, réponse C, de leur temps de réaction plus lent. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont particulièrement vulnérables sur la route pour plusieurs raisons.
D'abord, leur stabilité est limitée car ils n'ont que deux roues et peuvent être déstabilisés facilement. Ensuite, leur petite taille les rend moins visibles pour les autres usagers de la route, notamment les conducteurs de voitures ou camions. Enfin, le temps de réaction demeure approximativement d'une seconde, indépendamment du type de véhicule conduit. À noter, lors d'un accident impliquant un véhicule motorisé, un piéton ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel motorisé EDPM, la responsabilité est incombée par défaut à l'automobiliste. Pour s'exonérer de cette responsabilité, le conducteur du véhicule doit démontrer que le piéton ou l'utilisateur de l'EDPM a commis une faute inexcusable ou intentionnelle. En l'absence de telles preuves, l'automobiliste sera considéré comme responsable de l'accident. Les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes sont vulnérables en raison, réponse A, de leur stabilité limitée, réponse B, de leur petite taille, réponse A et B. La signalisation annonce, réponse A, une sortie d'agglomération, réponse B, une fin de limitation de vitesse, réponse C, une fin d'interdiction de dépasser. Le panneau rectangulaire barré en rouge indique une fin d'agglomération. Le panneau rond en dessous signale la fin d'une limitation de vitesse à 30 km/h. Dans cette situation, aucun élément de la signalisation n'autorise le dépassement. La ligne médiane est continue, ce qui interdit le dépassement. De plus, il est dangereux de dépasser dans un virage. La signalisation annonce réponse A une sortie d'agglomération, réponse B une fin de limitation de vitesse, réponse A et B. Ma distance de sécurité est suffisante par rapport au véhicule devant moi. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans un tunnel, des dispositifs sont mis en place pour vérifier si je respecte les distances de sécurité. Je dois impérativement laisser un espace d'au moins 2 lumières bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. Il existe également des marquages au sol appelés chevrons situés à hauteur de chaque lumière bleue. Pour rappel, dans un tunnel, je dois toujours allumer mes feux de croisement et il est interdit de faire demi-tour. Ma distance de sécurité est suffisante par rapport au véhicule devant moi. Réponse B, non. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h. Je circule sur une route. Réponse C, nationale, réponse D, départementale. Je circule sur une route à double sens de circulation sans séparateur central. Habituellement, la vitesse y est limitée à 80 km/h, mais sur cette portion, elle est rehaussée à 90 km/h. Avec mon permis probatoire, les limitations de vitesse sont réduites. Sur cette voie, je ne dois pas dépasser 80 km/h. Faites attention, un excès de vitesse inférieur à 10 km/h est pénalisé de la même manière qu'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Si vous roulez à 90 km/h au lieu de 80, vous risquez une amende de 68 € et le retrait d'un point. N'oubliez pas, si vous perdez ne serait-ce qu'un point pendant votre période probatoire, votre capital maximal de points restera limité à 6 jusqu'à la fin de cette période. En bas, à droite de l'image, la borne kilométrique indique que je circule sur la route départementale 994. Avec mon permis probatoire, la vitesse maximale autorisée est de réponse A 80 km/h. Je circule sur une route, réponse D, départementale, réponse A et D. Les motocyclistes sont autorisés à circuler en interfile, quelles que soient les conditions de circulation. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'interfile est permise uniquement lorsque le trafic est dense et à faible vitesse. Elle se pratique à une vitesse de 50 km/h au maximum
avec un différentiel de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. En tant que conducteur automobile, positionnez-vous sur la chaussée de manière à faciliter leur passage. Contrôlez vos rétroviseurs et vos angles morts avant de changer de voie et activez systématiquement votre clignotant. Les motocyclistes sont autorisés à circuler en interfile quelles que soient les conditions de circulation. Réponse B, non. Dans 50 mètres, au prochain stop, s'il n'y a pas de piéton, je dois m'arrêter. Réponse A, avant le passage piéton. Réponse B, à hauteur du panneau stop. Réponse C, à hauteur de la ligne blanche. Vous devez vous arrêter à hauteur de la ligne blanche d'arrêt. Cette ligne est généralement tracée sur la chaussée juste après le panneau stop. Si la ligne n'est pas visible ou n'existe pas, arrêtez-vous à l'aplomb du panneau stop. Les passages piétons se trouvent habituellement avant la ligne du stop. Rappelez-vous que l'arrêt au stop est obligatoire, même s'il n'y a pas de piétons ou d'autres véhicules en vue. Cet arrêt doit être marqué, c'est-à-dire que vos roues doivent être complètement immobiles, ne serait-ce qu'un court instant. Ne pas respecter cette règle est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Dans 50 mètres, au prochain stop, s'il n'y a pas de piéton, je dois m'arrêter. Réponse C, à hauteur de la ligne blanche. Le covoiturage permet de devenir copropriétaire d'un véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. De voyager à plusieurs dans le même véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le covoiturage est une pratique qui consiste à partager un véhicule pour effectuer un trajet commun. Cette méthode de déplacement permet de réduire les coûts de transport en partageant les frais de carburant et de péage entre les passagers. Le covoiturage diminue le nombre de véhicules, réduit les embouteillages et la pollution. La copropriété permet à plusieurs personnes de partager les coûts d'acquisition et d'entretien d'un bien. Le covoiturage permet de devenir copropriétaire d'un véhicule. Réponse B, non. De voyager à plusieurs dans le même véhicule. Réponse C, oui. Réponse B et C. Je m'attends à une baisse de vigilance entre 14 h et 16 h si le repas de midi était copieux. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le repas de midi était léger. Réponse C, oui. Réponse D, non. Entre 14 h et 16 h, chaque individu subit une baisse de vigilance. Cela n'a pas grand-chose à voir avec la digestion. C'est notre horloge biologique qui est ainsi réglée. Donc, que j'ai mangé ou non, je subirai cette baisse de vigilance. Si j'ai fait un repas trop lourd, ou si au contraire j'ai peu mangé, cette baisse de vigilance risque même d'être plus marquée. Le mieux est donc de manger un repas équilibré. Si possible, évitez les heures où le risque de somnolence est le plus important, entre 13 h et 15 h et 2 h du matin à 5 h du matin. Il faut être également attentif aux signes révélateurs de fatigue et de somnolence. La nuque raide, le picotement des yeux. Donc, je m'attends à une baisse de vigilance entre 14 h et 16 h si le repas de midi était copieux. Réponse A, oui. Si le repas de midi était léger, réponse C, oui. Réponse A et C. Lorsque cette commande est activée, elle verrouille l'ensemble des portières. Du côté intérieur du véhicule, réponse A, oui. Réponse B, non. Du côté extérieur du véhicule, réponse C, oui. Réponse D, non. Cette commande s'appelle le verrouillage centralisé. Elle verrouille simultanément toutes les portières du véhicule. Elle a la même fonction que la télécommande du véhicule. Dans la plupart des cas, même si les portes sont verrouillées, il suffit d'actionner la poignée intérieure pour déverrouiller et ouvrir la porte. À ne pas confondre avec la commande de sécurité enfant qui verrouille l'ouverture des fenêtres arrière.
Lorsque cette commande est activée, elle verrouille l'ensemble des portières du côté intérieur du véhicule. Réponse B, non. Du côté extérieur du véhicule, réponse C, oui. Réponse B et C. Je viens de recevoir une notification de la perte d'un point sur mon permis. Je pourrais récupérer automatiquement ce point dans réponse A, 3 mois, réponse B, 6 mois, réponse C, 1 an. La récupération d'un seul point sur le permis prend 6 mois, à condition de ne pas commettre d'autres infractions entraînant une perte de points durant cette période. Si vous perdez 2 points sur votre permis en moins de 6 mois, vous récupérerez automatiquement tous vos points après 2 ans sans nouvelle infraction. Attention, en tant que jeune conducteur, dès la perte d'un point, le renouvellement automatique de points cesse. Je récupérerai un point au bout de 6 mois, puis je resterai à 6 points jusqu'à la fin de ma période probatoire, si je ne perds pas d'autres points. Je viens de recevoir une notification de la perte d'un point sur mon permis. Je pourrais récupérer automatiquement ce point. Réponse B dans 6 mois. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A oui. Réponse B non. La voiture à gauche est bien placée pour aller tout droit. Réponse C oui. Réponse D non. Je dois toujours me placer dans la voie la plus à droite quand cela est possible. Sur l'image, la voie la plus à droite est réservée aux usagers souhaitant tourner à droite. La voie centrale permet de continuer tout droit et la voie de gauche permet de tourner à gauche et également de continuer tout droit. Cela signifie qu'après ce croisement, la route comportera 2 voies dans mon sens de circulation. Attention, continuer tout droit en empruntant la voie de gauche est autorisé. Le risque est de rester bloqué derrière un véhicule voulant tourner à gauche. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A, oui. La voiture à gauche est bien placée pour aller tout droit. Réponse D, non. Réponse A et D. Lequel de ces témoins ne concerne pas les freins? Le voyant 1 indique une anomalie au niveau du circuit de liquide de frein. Le numéro 2 concerne le frein à main ou frein de parking. Il sert à bloquer les roues lors d'un stationnement. Le voyant numéro 3 est le voyant d'usure des plaquettes de frein. Le voyant 4 est le voyant de l'ABS. L'ABS sert à empêcher le blocage des roues lors de freinage brusque. Le voyant 5 est le voyant de transmission. La transmission sert à transférer la puissance du moteur aux roues pour déplacer le véhicule. Il fait référence à la boîte de vitesse. Lequel de ces témoins ne concerne pas les freins? Réponse E, témoin 5, le témoin de la transmission. La signalisation m'indique que des travaux sont en cours. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un changement de chaussée ou de trajectoire. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau carré jaune est un panneau présignalisant un changement de chaussée ou de trajectoire. Le panneau triangle orange est un panneau de danger nous avertissant qu'un chantier est en cours. Je risque de rencontrer des ouvriers ou des engins de chantier. Le panneau de présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire m'annonce que la disposition de la route a changé, donc potentiellement dangereuse. La signalisation m'indique que des travaux sont en cours. Réponse A, oui. Un changement de chaussée ou de trajectoire. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas de fatigue. Réponse A. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse B. Je m'arrêterai dès que la fatigue se fera sentir. Après 2 heures de conduite, il est normal de ne pas se sentir fatigué.
Pourtant, les effets se font déjà ressentir, le temps de réaction s'allonge, le regard se fige et la concentration diminue, bien que le conducteur n'en soit pas toujours conscient. Certains conducteurs enchaînent 3, 4 heures, voire plus sans s'arrêter, ce qui est fortement déconseillé. Après 2 heures, il est essentiel de faire une pause. Une pause de 20 minutes suffit généralement pour repartir dans de bonnes conditions et éviter le risque d'endormissement. On peut lutter contre la fatigue, mais pas contre l'endormissement. Je suis au volant depuis plus de 2 heures et je ne ressens pas la fatigue. Réponse A, je m'arrête à la prochaine aire de repos. Ce panneau m'indique qu'un train est en train de passer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je risque de trouver une file de voitures arrêtée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau s'allume uniquement lorsque le passage à niveau est fermé, ce qui signifie qu'un train est en approche ou franchit le passage à niveau situé un peu plus loin. Il est donc possible de trouver une longue file de véhicules arrêtés au passage à niveau à la prochaine intersection. Le reste du temps, ce panneau est éteint, ce qui signifie qu'il n'y a pas de train. Ce panneau indique qu'un train est en train de passer. Réponse A, oui. Que je risque de trouver une file de voitures arrêtées. Réponse C, oui. Réponse A et C. À une vitesse de 100 km/h sur sol sec, la distance d'arrêt est d'environ réponse A 80 mètres, réponse B 100 mètres, réponse C 120 mètres. Cette distance se calcule en multipliant la dizaine de la vitesse par elle-même. Par exemple, 10 fois 10 est égal 100 mètres. Cette formule simplifiée permet d'estimer rapidement la distance d'arrêt. Il est important de noter que cette distance d'arrêt comprend à la fois la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur et la distance de freinage effective du véhicule. À une vitesse de 100 km/h sur sol sec, la distance d'arrêt est d'environ, réponse B, 100 mètres. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il est chargé. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant. Ce n'est pas tellement le poids qui entraîne cette surconsommation, mais sa prise au vent. Donc, qu'il soit vide ou plein, cela ne change pas grand-chose. S'il est vide, autant le retirer. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant lorsqu'il est vide. Réponse A, oui. Lorsqu'il est chargé, réponse C, oui. Réponse A et C. À la pompe à essence, réponse A, il est interdit de téléphoner. Réponse B, il est interdit de fumer. Réponse C, je remplis le réservoir jusqu'à ras-bord. Réponse D, je laisse le moteur en marche. Lorsque je fais le plein d'essence, il y a des règles à respecter. Elles sont généralement affichées près de la pompe de carburant. Je ne dois pas fumer car les vapeurs de carburant pourraient s'enflammer. Je ne dois pas téléphoner car les ondes du téléphone pourraient enflammer le carburant. Je ne dois pas laisser le moteur allumé car cela créerait des risques supplémentaires et ça n'a aucun intérêt. Je ne dois pas non plus remplir le réservoir à ras-bord. Lorsque le pistolet coupe automatiquement le débit, c'est que le réservoir est plein. Remplir le réservoir au maximum créerait un risque de débordement, en particulier dans les virages et dans les ronds-points. Le phénomène est fréquent et il est particulièrement redouté par les motards. À la pompe à essence, réponse A, il est interdit de téléphoner. Réponse B, il est interdit de fumer. Réponse A et B. Une remorque doit avoir sa propre immatriculation si son MMA ou anciennement PTAC est supérieur à 500 kg. Réponse A, oui. Réponse B, non.
La loi exige qu'une remorque ait sa propre plaque d'immatriculation si la masse en charge maximale admissible de la remorque, que l'on appelait autrefois poids total autorisé en charge, dépasse 500 kg. Cela signifie qu'elle aura sa propre plaque d'immatriculation, différente de celle du véhicule qui la tracte. Une remorque doit avoir sa propre immatriculation si son MMA ou anciennement PTAC est supérieur à 500 kg. Réponse A, oui. Circulant sur l'autoroute, je me fais dépasser par une voiture. Réponse A, je réduis ma vitesse. Réponse B, je maintiens ma vitesse. Réponse C, j'augmente ma vitesse. Lorsque je circule sur l'autoroute et qu'une voiture me dépasse, je dois maintenir ma vitesse. Il est interdit d'accélérer pendant qu'on se fait dépasser, car cela pourrait compliquer la manœuvre de l'autre conducteur et augmenter les risques d'accident. D'ailleurs, vous risquez une amende de 135 € et un retrait de 2 points. Il n'est pas non plus nécessaire de ralentir, sauf si la situation l'exige, comme pour laisser de l'espace à un véhicule qui veut se rabattre. Circulant sur l'autoroute, je me fais dépasser par une voiture. Réponse B, je maintiens ma vitesse. Avec mon permis B, je suis autorisé à conduire. Réponse A, un véhicule avec 9 places assises. Réponse B, une moto de plus de 125 cm3. Réponse C, une camionnette avec un PTAC ou MMA de moins de 3,5 tonnes. Avec votre permis B, vous êtes autorisé à conduire des véhicules dont le poids total autorisé en charge ou masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Des véhicules avec un minimum de 9 places assises, conducteurs compris, des camping-cars dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes, une remorque légère dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, une remorque plus lourde dont le PTAC est supérieur à 750 kg à condition que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 3,5 tonnes. Pour pouvoir conduire un scooter ou une moto 125 cm3, vous devez suivre une formation obligatoire coûtant environ 300 €. Avec mon permis B, je suis autorisé à conduire. Réponse A, un véhicule avec 9 places assises. Réponse C, une camionnette avec un PTAC ou MMA de moins de 3,5 tonnes. Réponse A et C. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Dis-moi en commentaire combien de fautes tu as fait et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.